L'accroche qui est proposée par ceux qui pilotent les états généraux de la bioéthique, le CCNE, est « Quel monde voulons-nous pour demain ?» C'est une vraie question qui renvoie à notre responsabilité individuelle, collective et politique, mais vu les enjeux qui sont abordés dans ces états généraux, est-ce que la bonne question ne devrait pas plutôt être « Quel homme voulons-nous dans le monde de demain ?» Les nouveaux progrès scientifiques, ils mélangent souvent des avantages et des inconvénients, des bénéfices et des menaces, de manière parfois assez subtile, dans une même enveloppe. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine des biotechnologies, les technologies qui touchent au vivant, et surtout dans le domaine de la procréation humaine. Je voudrais évoquer ce soir avec vous le basculement qui s'opère actuellement dans ces sujets d'assistance médicale à la procréation, en nous invitant à prendre beaucoup de hauteur sur ces sujets pour ne pas nous limiter à la question importante du désir d'enfant, ni au sujet grave de l'infertilité médicale. Je voudrais qu'on prenne de la hauteur pour bien comprendre que ces enjeux de l'assistance à la procréation ne se limitent pas à la certes grave injustice de vouloir légaliser la fabrication d'enfants délibérément privés de père. Les sujets qui sont en débat dans ces états généraux, outre l'ouverture de la procréation, concernent des réflexions sur les techniques d'analyse et de modification de l'ADN, par exemple, et les recherches aussi portant sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires, et pas seulement en recherche fondamentale qui aboutissent à la destruction de ces embryons, mais aussi dans le domaine de l'intervention sur l'embryon humain dans des perspectives de grossesse. Alors qu'est-ce que cette dernière marche de la PMA entraînerait ? Eh bien, nous quitterions le champ du traitement de l'infertilité, on ouvrirait cet accès à des personnes qui ne sont pas infertiles, et donc on quitte le domaine du soin. On consacrerait là un droit à l'enfant à tout prix et selon n'importe quel procédé, et ce serait une forme finalement d'asservissement de la médecine au service des désirs individuels, un glissement vers le business procréatif et également une contribution dans la porte qui s'ouvre sur le tri et la production d'êtres humains selon certains critères. Au fond, c'est une forme de soumission de la vie à la biotechnologie et cela entraînerait un profond changement de regard que l'homme pose sur la manière de fabriquer des humains. Et je pense qu'en y réfléchissant en conscience, nous pouvons nous accorder tous sur les limites qu'il serait vraiment bon de poser. D'abord, je voudrais vous proposer quelques points de contexte dans lequel nous sommes actuellement. On peut faire d'abord ce constat, en dépit de tout jugement moral, que nous sommes dans une société eugénique. Personne ne l'a vraiment décidé, c'est un ensemble largement mis en œuvre par la technique elle-même. Et l'eugénisme est devenu à ce point démocratique que la culture, la société et les personnes elles-mêmes maintenant s'y acclimatent petit à petit. La technique, en particulier les DPI et les diagnostics prénatals, ont abouti finalement à devoir aujourd'hui décider de juger quelle vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue. Deuxième élément de contexte, la fabrication in vitro, hors du corps de l'embryon, l'a externalisé, l'a rendu finalement disponible dans l'éprouvette. Il n'est plus conçu, il est fabriqué. Made in éprouvette. Et finalement, l'avoir sorti du corps comme ça, a abouti à ajouter un espèce de service de contrôle qualité dont les parents finalement ne sont pas forcément demandeurs au départ. Ce qu'ils voulaient, c'est juste un enfant. Mais la technique a fini par s'imposer d'elle-même. Il est donc possible, troisième point de contexte, de passer les embryons dans un tamis. Et ça se multiplie, notamment par le diagnostic préimplantatoire, qui consiste à prélever une cellule sur l'embryon in vitro pour analyser son ADN. Eh bien, ces techniques, au départ, étaient réservées à des couples dont l'un des membres ou les deux se savaient porteurs de gènes prédisposant à des maladies. Mais nous sommes déjà en train de dépasser ce stade. Et dans certains pays, ces tests se multiplient pour la recherche de maladies, de nombreuses maladies, dont certaines ne sont déjà plus graves ni incurables. L'exemple le plus intéressant peut-être étant la recherche du strabisme en Grande-Bretagne. Dans certains pays, ces diagnostics servent déjà à choisir le sexe et nous dit-on, la couleur des yeux est annoncée comme un futur gros marché.
Quel besoin de choisir la couleur des yeux de ses enfants? Eh bien, en fait, ce désir, il naît parce que la technique le permet. L'offre crée la demande et comme souvent, l'une nourrit l'autre par la suite. Je pense que ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est qu'on ne choisit pas forcément là un critère dans ce que je vous décris du diagnostic, mais on choisit un embryon porteur d'un critère pour rejeter les autres. Quatrième élément de contexte, l'idée déjà évoquée, l'idée qui s'impose d'un droit à l'enfant. Et diverses lois encouragent cette forme de fantasme finalement. Aujourd'hui, on peut quasiment commander un bébé par Internet et le marché de la procréation est colossal et mondial. On peut commander du sperme au Danemark, on peut commander des ovocytes d'américaines. En quelques clics, on peut choisir une mère porteuse sur catalogue, faire un Skype avec un avocat pour mettre au point un contrat et voilà. Et au passage, des intermédiaires s'engraissent de tout cela. Cinquième point de contexte, il est très important. L'embryon est devenu modifiable. Et c'est des sujets qui sont en débat dans ces états généraux, notamment par le génie génétique et une technique dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle CRISPR-Cas9, qui permet assez facilement de modifier l'ADN en enlevant ou en ajoutant un gène de n'importe quelle cellule. Merveilleuse perspective en termes de thérapie génique, mais vertigineux génie génétique, si on peut dire, sorti de sa bouteille, si on l'imagine être appliqué à l'ADN des gamètes ou des embryons pour choisir certains des critères de cet embryon. C'est la porte ouverte au bébé sur mesure. Autre technique également discutée, c'est ce qu'on appelle la FIV à 3 parents, ou appelée aussi don de mitochondrie. Là, c'est une technique qui combine 2 ovocytes, celui de la mère intentionnelle et celui d'une donneuse, et un spermatozoïde. L'ovocyte de la donneuse ne sert qu'à donner ses mitochondries. Ce sont des petites usines à énergie qui sont défectueuses chez la mère intentionnelle. Pour la donneuse d'ovules, on parle de contributrice génétique parce que l'embryon ainsi fabriqué, en fait, possède 3 ADN. Les 2 ADN des chromosomes des parents intentionnels et l'ADN présent sur ces mitochondries qui proviennent donc de la donneuse. Dans les débats, ce qui est mis en avant dans cette technique, c'est de pouvoir éviter une transmission de maladies de la mère à l'enfant. Mais il y a derrière cela beaucoup d'autres desseins, celui notamment de faire tourner l'horloge biologique de l'ovocyte à l'envers. Puisqu'on parle du temps, je voulais m'arrêter là-dessus, parce qu'en fait ces mitochondries, on les soupçonne de pouvoir rajeunir les ovocytes. Donc il y a un gros marché qui s'ouvre là. Et d'ailleurs, le scientifique qui est à l'origine du premier bébé né de cette technique au Mexique, ne se cache absolument pas de ces perspectives, des travaux qu'il fait là-dessus, qui ne sont pas du tout pour éviter des maladies, mais pour rajeunir les ovocytes. Ces 2 techniques que je viens d'évoquer, vous en entendrez peut-être parler dans les débats de ces états généraux. On parle de thérapie d'embryon ou de thérapie embryonnaire. Elles ne sont pas encore autorisées en France, ne seront pas forcément dans le projet de loi, nous verrons. Mais je voudrais m'arrêter avec vous 1 minute parce que c'est un sujet assez important. En gros, on planifie à l'avance la fabrication d'embryons qu'on sait susceptibles de porter des anomalies. Ces embryons n'existent pas encore, on les fabrique, on sait qu'ils seront sans doute malades. On évoque, pour justifier toutes ces expériences, l'intérêt donc d'un enfant qui n'existe pas encore. Et ici, l'enfant intentionnel, du coup, prend vie et est considéré comme un futur patient. Alors celui qu'on considère parfois comme un simple amas de cellules ou un matériau de recherche, ou même on considère parfois qu'il n'existe pas juste parce qu'il n'a plus de projet parental, deviendrait un patient avant même qu'il n'existe. Vous voyez la toute-puissance finalement de la décision d'autrui sur l'attribution de l'existence ou de la non-existence. Ces techniques donc aboutissent à créer des embryons qui ne seraient peut-être pas viables naturellement, mais on les force à devenir viables. Puisque la technique les a créés, y compris malades, la technique doit donc les modifier, les réparer. Vous voyez comme ici, la technique fait un appel d'air à la technique.
La technique doit venir corriger ce que la technique permet. Et pour mettre au point ces thérapies, il va falloir des centaines, voire peut-être même des millions de tests sur des embryons existants et sains. On va donc consommer des embryons sains pour développer des techniques qu'on suppose dans l'intérêt de quelques autres qui n'existent pas encore. En dehors des réflexions éthiques que vous sentez importantes, il n'y a aucune certitude sur la sécurité ni sur l'efficacité de ces techniques, parce qu'on ne pourra jamais présumer par avance qu'elles seront totalement sûres. Pourquoi ? Parce que quand bien même on ferait beaucoup de tests, les embryons ainsi fabriqués seraient de toute façon toujours des êtres uniques, avec un ADN unique, donc ils seront eux-mêmes toujours des tests grandeur nature de la technique qui les aura créés. Des cobayes en quelque sorte. On peut vraiment se questionner ici sur ce que la science veut mettre au service du développement du bébé à tout prix. Parce que là, on est dans le bébé à tout prix, en se conformant à l'idée de le fabriquer, en lui faisant quand même courir des risques sur sa propre santé. Et que dire aussi de la souffrance des familles concernées ? Est-ce que ce n'est pas une manière injuste de répondre à leur désir bien compréhensible d'avoir un enfant par une technique qui bricole un embryon qui ne sera peut-être même pas en bonne santé. Finalement, c'est le bébé biologique à tout prix qui aboutit ici au bébé génétiquement modifié. Disparue la vertu de prudence qu'évoquait Pierre-Yves et le petit principe de précaution. Et d'un autre côté, on l'a vu aussi, il se développe de plus en plus de tests de dépistage et de screening pour trier les embryons, là, dans le concept, fantasme même, du bébé parfait. Vous voyez qu'il y a deux visions qu'on pourrait trouver opposées, le bébé biologique à tout prix ou le bébé parfait, qui semblent s'opposer, mais au fond ce sont les deux faces d'une même médaille, la toute-puissance, le bébé sur mesure. Je vous propose d'aller encore un petit peu plus loin. Se préparent dans nos laboratoires, les gamètes artificielles. Pourquoi ces recherches ? Pour augmenter le nombre de gamètes disponibles, qui manquent par l'infertilité croissante et aussi par la difficulté d'obtenir des ovocytes chez la femme. Si on a beaucoup de gamètes disponibles, eh bien on aura beaucoup d'embryons disponibles pour faire du tri, mais aussi pour faire de la recherche. Et puis ces gamètes artificielles courent aussi derrière un autre délire scientiste, celui de faire fabriquer des ovocytes à des hommes ou des spermatozoïdes à des femmes. Rapidement, je vous explique comment. Une première technique est de prendre un embryon humain. Les cellules d'un embryon humain, elles ont cette capacité à pouvoir donner n'importe quelle cellule. Eh bien, on va prendre une cellule embryonnaire et on va la forcer à se différencier en gamètes. Là, en franchissant complètement le mur du temps. On passe directement de l'embryon aux gamètes. On peut imaginer un embryon qui ne fait plus l'objet d'un projet parental, parce que resté au stade embryonnaire, et qui pourrait devenir parent. Voyez comme c'est vertigineux. Deuxième possibilité, c'est pratiquement l'inverse. On va prendre une cellule adulte, on va prélever une cellule adulte, par exemple une cellule de peau, et on va la forcer au contraire à faire tout le chemin arrière, là, à remonter le temps, à devenir une cellule souche, qu'on va à nouveau forcer à devenir un gamète. Vous voyez pourquoi, à partir d'une cellule de peau d'un homme, je peux fabriquer un ovocyte, et pourquoi avec une cellule de peau d'une femme, je peux fabriquer un spermatozoïde. Et quand ce sera au point, ces techniques, qu'est-ce qui pourra se passer ? Eh bien, nous pourrons imaginer, et c'est déjà évoqué, la procréation entre couples de même sexe, voire même l'autoprocréation. Nous pourrions devenir parents à notre insu par un simple cheveu perdu. Il y aura un marché, évidemment. Vous voyez qu'il n'y aurait plus aucun problème d'infertilité, ni même de problème d'anonymat. Et là, les inconnus, bien sûr, sur ces enfants à naître dans ces conditions seraient immenses, parce que le brassage génétique qui s'opère dans la procréation naturelle, au moment de la fabrication notamment des gamètes et au moment de la fécondation, est bien extrêmement bénéfique pour l'homme. Ainsi donc, l'homme peut modifier sa propre nature, devenir l'agent de son auto-transformation et venir impacter l'évolution de l'espèce humaine. Ces caractères, ces modifications seraient également transmissibles aux générations suivantes, une fois l'embryon devenu lui-même adulte et capable de se reproduire.
Alors en conclusion, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas de freiner la quête de connaissances ou l'innovation, parce que l'homme au fond de lui est créatif, ingénieux, et exploiter ses talents, c'est même une vocation du travail humain. Mais à un moment, l'homme, il doit quand même se demander, est-ce que ce progrès technique débouche sur un progrès humain? Est-ce que ce qui est possible est souhaitable? Ces techniques, comme l'intelligence artificielle ou d'autres qui sont créées par l'homme, peuvent être et rester ce que l'homme veut qu'elles soient. Et si la technique s'emballe, c'est quelque part qu'on la laisse aussi s'emballer. Je crois qu'il y a une question de volonté politique pour réguler tout cela. Il nous faut certes des législateurs motivés et décidés à traiter ces questions avec beaucoup de sérieux. Alors, est-ce qu'on va se laisser déposséder de notre fonction humaine, peut-être la plus belle et la plus intime, la procréation? Est-ce qu'on veut conserver ce droit de procréer sous la couette en s'abandonnant à cette loterie chromosomique, ou est-ce qu'on voudrait bien accepter de s'aliéner à cette technique qui crée des contraintes et des imperfections? Parce que ces techniques, est-ce qu'elles vont empêcher une vie sans souffrance? Est-ce qu'elles vont rendre les humains meilleurs parce qu'augmentés? Est-ce qu'elles vont nous garantir le bonheur des bébés sur mesure ou de leurs designers? Est-ce qu'elles vont ouvrir la perspective de construire une civilisation plus juste ou plus accueillante? Qu'opposer ou que proposer finalement face à tout cela? Je crois peut-être une ouverture à l'imprévisible, un consentement à une vie pleinement humaine, faite, il est vrai, de limites. À notre portée, peut-être aussi une contribution permanente, pas seulement dans cet artifice d'états généraux, mais une contribution permanente à élever le débat en favorisant l'émergence de ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Une liberté qui rend l'homme responsable, une intelligence qu'il met au service de la science et sa raison pour orienter toujours ses actions, sans qu'il ne détourne son regard de celui qui sera dans ce monde que nous voulons demain. Celui qui mérite mieux, je crois, que de se savoir sur terre juste parce qu'il aura gagné le droit de vivre grâce à certains critères, celui qui sera là pour ce qu'il est, imparfait peut-être, mais unique et irremplaçable. C'est notre devoir envers les générations futures. Pour œuvrer à ce progrès pleinement humain, je crois que nous n'avons tous plus qu'à nous augmenter d'un supplément d'âme. Je vous remercie.